Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. Ursule fait partie de ces femmes qui aident à donner la vie. Depuis 20 ans, elle a accompagné plus de 500 naissances. 500 femmes qui ont accouché physiologiquement, comme on dit en Europe. Parce qu'ici, la péridurale n'est pas dans les mœurs et qu'une femme forte doit supporter la douleur qui permet de donner la vie. Mais elle se confronte aussi à des réalités qui sont plus dures dans un pays où l'avortement est illégal. Dans ce récit, on découvrira Ursule, une sage femme, dans tous les sens du terme. Bonjour Ursule. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de prendre un peu de temps pour cette interview. Oui. Est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode par ta présentation, s'il te plaît? Oui. Je m'appelle Ursule, j'exerce la profession de sage-femme depuis pratiquement 20 ans. Et ben, je m'y plais. D'accord. J'ai 38 ans, 39 ans cette année. D'accord. Est-ce que tu as des enfants toi-même? Oui, j'ai un fils. D'accord. Est-ce que le métier de sage-femme, tu me dis que tu t'y plais, est-ce que c'était une vocation? Oui. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être sage-femme. J'aimais ce domaine médical-là, ce domaine de bébé. Et vraiment, c'est une vocation. J'ai fait le métier de sage-femme par vocation parce que je le voulais. Oui, tu voulais être sage-femme. Je voulais être en contact avec les femmes enceintes et les bébés. D'accord. Et du coup, au Gabon, où est-ce que tu peux faire des études de sage-femme? Tu peux dans le Haut-Ogooué ou il faut aller à la capitale, à Libreville? Non, à la capitale. Déjà, les études de sage-femme, il faut avoir le bac. Et ensuite, on fait le métier à la faculté de médecine des sciences de la santé à Libreville. D'accord. Et ça dure combien de temps? C'est 3 ans de formation. 3 ans de formation. Oui. Avec 2 années de stage, tu disais? Non, les stages commencent dès la première année. Dès la première année. Dès la première année, en classe de sage-femme, on va d'abord dans les soins infirmiers, on prend contact avec la profession. Donc la sage-femme va un peu partout, dans tous les services, urgences, partout. Et à partir de la 2e année, on commence à faire purement, on va dans l'obstétrical. Donc on va dans les maternités en stage jusqu'à la 3e année. D'accord, ok. Donc on a vraiment 2 ans où on est en immersion totale dans le service où on va bosser totale, après. On est en immersion totale en salle d'accouchement, dans les services de gynéco-obstétrique. Et il faut savoir qu'on passe aussi les gardes. Donc on est en immersion. Pendant que tu es à la faculté, tu passes les gardes selon le programme. Donc on a des monitrices qui vous programment pour les gardes. On vous prépare un peu à la profession en fait. Oui, d'accord. Voilà. Quand tu as terminé tes études, tu t'es sentie prête tout de suite ou tout de suite. J'étais impatiente de commencer à exercer. Mais déjà, le fait d'être dans les stages t'amène déjà à prendre corps avec la profession parce que tu es vraiment en contact avec les patientes, tu exerces, il y a des sages-femmes déjà qui sont là, qui vous forment. Donc, depuis les stages, on est déjà en contact avec la parturiente. D'accord. Est-ce que tu as toujours exercé dans cet hôpital? Ici, il faut savoir qu'on est à l'hôpital qui est financé par la Comilogue, si je me trompe pas. Donc, il y a un peu plus de moyens, je dirais, que dans les hôpitaux publics qu'on peut trouver à Manda. Tu as toujours exercé dans cet hôpital-là? Non. J'ai travaillé d'abord à Libreville. J'étais dans une clinique. Et déjà, à Comilogue, on exigeait que la sage-femme en poste ait au moins 5 ans d'expérience. Donc, je travaillais déjà avant depuis 6 ans. Et donc, c'est par la suite que j'ai commencé mon service ici à l'hôpital. D'accord.
Est-ce que ici, vous manquez de ressources, que ce soit en termes de ressources matérielles ou en termes de personnel? Jamais. Au niveau de Comilog, vraiment, ça c'est quelque chose de très très qui m'a beaucoup plu, parce que vous savez, le manque de matériel, c'est vraiment quelque chose d'assez déplaisant, parce que lorsque vous n'avez pas le matériel, vous n'êtes pas plus efficace dans la prise en charge. Au niveau de cet hôpital, on a tout ce qu'il faut pour bien prendre en charge toute patiente en difficulté, ou en tout cas pour un accouchement. D'accord. Bon, ça c'est super. À Libreville, c'était pareil, vous aviez... Oui. À Libreville, c'était pareil. J'ai travaillé dans une structure privée aussi, où il y avait tout ce qu'il faut comme matériel d'accouchement, de surveillance, de travail, donc monitoring, tout ce qu'il faut. Parce que si on prend par exemple l'exemple du monitoring, si on n'a pas de monitoring, c'est un peu difficile, par exemple, de diagnostiquer une souffrance fœtale. Donc vraiment, d'où l'importance du matériel. Il y en a. Vous parliez d'accompagnement aussi en postpartum. Oui. Est-ce que ici on rééduque le périnée comme on peut le faire en Europe? Bon, il faut savoir qu'en Afrique, nous avons une particularité, c'est-à-dire nous avons une culture, c'est-à-dire tout est culturel, c'est-à-dire on a des pratiques traditionnelles chez la femme qui accouche. On a une forme de balnéothérapie africaine, vraiment pour parler un peu dans ce sens, mais pour être un peu dans la sage-femme, nous on appelle ça l'eau chaude. Donc il y a toute une culture qui est faite autour de la femme qui accouche. C'est-à-dire, la femme est prise en charge, elle est suivie. Traditionnellement, on lui fait l'eau chaude, des massages après l'accouchement. Il y a toute une thérapie faite déjà par les parents. Voilà pourquoi la femme, parfois, quand sa mère n'est pas là où elle est à Mwanda, par exemple, elle va préférer aller à Libreville pour bénéficier justement de cette prise en charge-là. Bon, maintenant, nous, c'est la surveillance. On reste médical. Donc, une femme, par exemple, qui a eu une épisiotomie, qui vient, on la revoit forcément. Ensuite de couche, on surveille le périnée, on voit comment les choses évoluent. Et on a une visite que nous faisons en postnatal à la 6e semaine. Donc, la dame revient toujours après pour qu'on vérifie l'évolution de son périnée. Et s'il y a quelconque problème, forcément, la dame sait qu'elle a la sage-femme chez qui elle peut se rendre en cas de difficulté. Oui. Et parce que, donc, la méthode traditionnelle avec l'eau chaude, c'est de tremper une serviette dans l'eau chaude et de taper sur le ventre. Taper sur le ventre, masser la femme. Il y a des moments, il y a même des plantes, des écorces que les mamans mettent aux femmes. Elles font des bains de vapeur avec des plantes traditionnelles, des écorces pour remettre la femme en forme après l'accouchement. Donc, et votre avis médical sur ça fonctionne bien? Oui, moi-même, je confie, moi-même en tant que sage-femme, j'ai fait mon fiche déjà sage-femme et j'ai bénéficié de cette prise en charge. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est comme une balnéothérapie. Donc, vous avez des massages, on vous masse, on vous met dans des bains de vapeur avec de l'huile traditionnelle à base de karité, on vous masse. En tout cas, ça vous fait du bien, vous en avez besoin. Et il y a toujours quelqu'un avec vous pour vous aider dans les nuits blanches avec le bébé. Donc, vous avez un accompagnement, votre sœur peut être là, votre maman, pour vous aider quand le bébé pleure, pour vous aider à subvenir à tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment, ça fait du bien. Oui, les femmes sont pas seules, généralement. Elles sont pas seules. On peut pas, chez nous, en Afrique, en fait, c'est culturel. Une femme qui a accouché ne peut pas être seule. On va toujours déléguer quelqu'un dans la famille pour aller l'aider avec le bébé. Il y a quelqu'un qui est là, qui va s'occuper du bébé, qui va nettoyer le bébé, qui va préparer pour elle, qui va l'aider. Donc, nous, c'est culturel. C'est comme ça. L'Afrique, il faut toujours quelqu'un vraiment pour t'aider dans ce moment-là, dans ce passage à la maternité. Mais ça, c'est chouette. Non, nous, c'est comme, oui, c'est vraiment, c'est quelque chose d'assez, on n'abandonne pas une femme qui accouche. Jamais. Elle a toujours de l'aide. Il y a des gens qui viennent, qui préparent. Parfois, déjà chez nous, une femme qui vient d'accoucher, on va t'interdire de préparer. On va dire non, tu as au moins pour 1 mois, tu touches pas la marmite. Donc, les sœurs viendront, elles vont préparer pour toi. Les cousines viendront, elles vont préparer pour toi. La maman viendra préparer. Il y a toujours une aide. Ça, c'est quelque chose de culturel. D'accord. Bon, ça c'est bien. C'est vraiment bien. Est-ce que vous pourriez me parler d'une naissance en particulier, une naissance qui vous aurait marqué?
En 20 ans de carrière, j'avoue que j'en ai fait vraiment des naissances, mais il y a quelque chose qui m'a toujours plu, c'est le regard de la femme face à son bébé après l'accouchement, pendant l'accouchement, dès que le bébé sort. Mais j'avoue qu'il y a un cas en particulier d'une maman qui avait perdu tout espoir de maternité. La dame avait 40 ans, elle n'avait jamais été enceinte, et j'ai eu le plaisir d'avoir cette dame en salle d'accouchement. Donc elle accouchait pour la première fois, alors qu'elle avait déjà elle était désespérée. Elle avait fait l'Europe, elle était allée partout pour pouvoir concevoir, et elle n'a pas pu. Donc c'était un bébé un peu providentiel, le bébé, je sais pas, de la gloire, comme on dit maintenant, et je l'avais eu en salle d'accouchement. Ce moment était tellement particulier parce que elle était sous le choc, elle était émerveillée, elle était passée par tous les sentiments, et ça m'avait beaucoup marqué la rencontre de ce bébé avec cette maman-là. Oui, quand on a du mal à avoir un enfant et que ça vient comme quand ça, on s'y attend plus. Tout à fait. On est d'abord incrédule parce que déjà pendant la grossesse, elle n'y croit pas. Elle se demande bien qu'est-ce qui bouge dans le ventre malgré les échographies, malgré le suivi. Elle est comme dans un déni. Elle se dit, elle va croire quand le bébé sera là. Elle n'a pas tellement cru qu'au moment où ça arrive, c'est au moment de la naissance qu'elle se rend vraiment compte que c'est un bébé qu'elle portait. Donc on ressent ça en cours d'accouchement. On ressent ça dès qu'on pratique l'accouchement et qu'on pose le bébé sur la maman. On ressent cette surprise, cet effet surprise là sur elle. Donc ça m'avait vraiment marqué. C'est une belle histoire. Et ça donne de l'espoir pour toutes les femmes qui ont du mal. Tout à fait. En tout cas, il y a des histoires parfois incroyables, et ça nous permet d'avoir de l'expérience dans le domaine médical du métier. Il y a des cas parfois où on se dit c'est des cas désespérés, mais après la femme finit par tomber enceinte de façon miraculeuse. On se demande bien comment ça s'est passé. Ici, je crois pas que les femmes accouchent avec la péridurale. Oui, en tout cas en Afrique, en 20 ans de carrière, la péridurale, dans mon exercice, on est encore un peu au balbutiement. On peut pas dire que on est dans la péridurale. Il faut savoir que sur 10 accouchements, en tout cas, je prends le cas d'espèce du Gabon, on est à un accouchement sous péri, vraiment pour être 1 sur 10, 1 à 2 sur 10, je préfère dire 2, 1 à 2 sur 10, donc toutes les femmes accouchent avec douleur. Donc, j'ai déjà eu des accouchements sous péridurale parce que, déjà, à Comilog, on a quelques femmes qui accouchent sous péridurale. Et comme je vous expliquais au début, j'ai pas déjà exercé seulement ici, mais la structure dans laquelle j'exerçais avant, il y avait des péridurales, des femmes qui accouchaient sous péridurale. Mais ça reste encore une denrée rare, Oui, et est-ce que, culturellement, me semble-t-il que c'est pas non plus hyper bien vu de prendre la péridurale. Une femme doit Voilà, c'est-à-dire culturellement, comme j'expliquais au départ, c'est comme un peu une tradition. C'est-à-dire on a ce côté traditionnel là qui fait en sorte que l'éducation souvent de la douleur se passe déjà à la maison. Donc on a déjà la maman, les sœurs, la tante, en tout cas toutes les femmes qui ont accouché vont déjà éduquer la femme, préparer la femme psychologiquement à la douleur. Donc on est habitué à ça, et donc les femmes sont habituées à accoucher sans douleur. Et c'est vrai que comme on dit parfois, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Donc ça rentre pas dans les mœurs, on a toujours su que la femme accouche avec douleur. Donc on rencontre parfois un scepticisme aussi par rapport à ça. Les femmes se disent que peut-être je vais avoir des problèmes de dos, il y a beaucoup d'appréhension, ce qui fait que déjà sur le plan culturel, ça se fait pas, on sait que la femme doit avoir mal pour avoir le bébé. Donc on rencontre encore beaucoup de réticences de la part des femmes qui vont se dire non, je préfère accoucher avec la douleur. Est-ce que ici il y a des cours de préparation à l'accouchement? On n'a pas des séances, parce que quand on dit cours de préparation, ça dit on a des salles où il y a tout un matériel, tout un panel de prise en charge, on explique. Mais la prise en charge de la douleur se fait en cours de consultation, c'est-à-dire pendant la consultation, on commence à préparer la femme à la douleur. Comme je vous disais, cette jeune dame qui vient accoucher, sa maman a accouché, sa sœur a accouché déjà. Il faut savoir que l'âge de l'accouchement au Gabon est au moins de 17 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Le premier enfant. Donc, ce qui fait que la femme a autour d'elle des femmes qui ont déjà accouché. Donc,
elle n'est pas un peu perdue un peu dans ça. Mais la préparation à l'accouchement se fait en cours de visite. On explique un peu à la femme comment ça va se passer. Elle aura mal. En fait, on essaie de la préparer dans ce sens. Comment respirer, tout ça? Comment respirer, comment ça se passe, des signes de danger. Quel moment venir à la maternité? À quel moment venir, c'est ce qu'on appelle les signes de danger, par exemple. Oui. À quel moment venir à la maternité, venir consulter, mieux vaut venir et retourner, au moins on a une expertise de la sage-femme, mieux se rassurer. Donc on explique tout ça souvent en cours de CPN, en cours de visite. D'accord. Parce que les femmes enceintes ici, vous les voyez combien de fois avant le terme finalement? Généralement, tout dépend de la période à laquelle la dame vient débuter sa consultation. Mais une femme qui a commencé par exemple sa consultation au premier trimestre, elle est venue autour de la 12e semaine, on peut la voir même 6 fois, hein, si elle accouche bien sûr à la 40e. Donc on la voit en rencontre pratiquement tous les mois ou 1 mois et demi selon la spécificité de chaque cas. Il y a des cas délicats où le suivi est mensuel. Il y a des cas où on peut, une femme qui a déjà accouché, par exemple, 4-5 fois, qui n'a pas de problème particulier, en cours de visite, on peut la rencontrer tous les 1 mois et demi, par exemple, selon ce que nous rencontrons. Et est-ce que vous auriez en tête la durée moyenne d'un accouchement, vu qu'ici on accouche sans péridurale, normalement ça va plus vite? Oui, généralement, voilà pourquoi dans toutes les formations que nous rencontrons au niveau de la maternité, la sage-femme a pour objectif de réduire le temps de travail. C'est-à-dire, parce que sachant que c'est des accouchements sans péridurale, donc on a toujours l'objectif de mener une action, de réduire vraiment cette douleur au maximum pour faciliter l'accouchement, pour que la dame puisse se libérer, en fait. Mais généralement, tout dépend de la dilatation, tout dépend du passé gynécologique de la femme. Mais nous avons aussi des algorithmes. Par exemple, une primipare, une femme qui accouche pour la première fois, qui vient en tout début de travail, elle aura au moins pour 8 heures. Mais une femme, par exemple, qui a priori a déjà 4 enfants, quand elle arrive, elle va pas mettre du temps. Donc, tout dépend du passé gynécologique de la femme, du nombre d'enfants qu'elle a déjà eu. Et 8 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a des femmes primipares, elles mettent 24 heures, 30 heures. Oui, 24 heures. Voilà pourquoi je vais parler de début de travail. Une femme qui vient, par exemple, une primipare qui vient, par exemple, à 2 cm ou à 1 cm, elle va te mettre 12 heures, par exemple. Mais une qui arrive, par exemple, déjà à 3 cm, elle va pas mettre plus de temps. Ça va mettre un peu plus, ça va être plus court, en fait. Oui. Voilà. Donc, tout dépend de la période à laquelle la femme vient. On a des primipare qui arrivent, elle a déjà travaillé à la maison. Et comme je vous expliquais, c'est culturel. Parfois, la maman va lui dire, non, tu n'as pas encore assez mal, attendons encore avant d'aller à la maternité. Donc, on a des primipare qui vont arriver à la maternité déjà à 4 cm. Oui. Donc, elle arrive à 4 cm, elle va peut-être mettre 2 heures et après, elle a terminé. Oui. Donc, tout dépend, en fait. D'accord. Et combien de temps les femmes restent à la maternité, ici? C'est 3 jours. En gros, globalement, c'est 3 jours. 3 jours de, oui. Voilà. Il arrive qu'il y ait des césariennes, j'imagine. Bien sûr. La césarienne, la durée est de 5 à 6 jours. D'accord, ouais. En hospitalisation. Si vous voulez bien maintenant, un sujet un peu plus sensible. Oui. Voilà, l'avortement est illégal au Gabon. Mais j'imagine que vous êtes confronté en tant que professionnel de santé à des situations de ce type. Est-ce que vous voudriez bien aborder ce sujet? L'avortement n'est pas légal au Gabon. Le Gabon est un pays nataliste qui priorise la naissance, donc tout ce qui est avortement n'est pas légal. Mais ça c'est pas un sujet tabou. De toute façon, on rencontre à tous les coups des cas d'avortement provoqués. Ça c'est vraiment un cas sociétal et dans le cadre des journées internationales de la sage-femme, il nous arrive souvent d'aller sensibiliser les jeunes filles contre tous ces maux-là, mais on rencontre des avortements provoqués. Ça, c'est sûr. Comment est-ce qu'elles le provoquent? Oh, il y a beaucoup de méthodes. D'autres s'injectent entre elles, d'autres boivent des médicaments. Je veux pas citer le nom de certains produits parce que parfois ça peut inciter d'autres dames à le faire, mais en tout cas elles prennent de tout, on rencontre de tout. D'autres font de la chimie, elles boivent des cocktails, des médicaments du palu, elles font des cocktails. Parfois d'autres utilisent des tiges, les tiges de manioc pour mettre dans le col. Il y a tellement de méthodes utilisées. Parfois nous-mêmes les sages-femmes on est surprises par l'ingéniosité malsaine un peu si on peut le dire comme ça
de nos jeunes parturientes qui viennent avec ces cas d'avortement-là. Oui, parce qu'en plus, en faisant ça, elles risquent leur vie. Tout à fait. On rencontre plein de cas de décès suite à des avortements. Il y a des manipulations qui sont faites à la maison. La femme arrive, on comprend pas trop le temps de prendre compte et parfois elles arrivent déjà presque décédées. Il y a des risques hémorragiques aussi, des saignements abondants. Elles arrivent déjà dans des états de choc. Donc on rencontre beaucoup de difficultés, des cas de septicémie. Elle a manipulé, elle a peur de la réaction des parents, elle cache. Donc, on rencontre vraiment beaucoup de cas d'avortement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces femmes? Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est assez difficile, vraiment. Voilà pourquoi je parlais plus haut des sensibilisations. Dans le cadre des sages-femmes, on sensibilise les jeunes filles contre la précocité des rapports sexuels, l'utilisation du préservatif pour éviter justement les grossesses non désirées qui vont aboutir justement à ces cas d'avortement-là. Donc voilà. Et comme on expliquait, on n'a pas une culture un peu où la jeune fille va venir elle-même de façon spontanée demander une contraception à la maternité, dire que non, je veux une contraception parce que je vais pas tomber enceinte. On n'a pas encore ce niveau-là. Donc voilà pourquoi les cas d'avortement sont vraiment légion. D'après vous, est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'on peut en venir un jour dans des pays d'Afrique à avoir cette logique où la jeune fille va venir vous voir pour prendre une contraception parce qu'elle commence des relations sexuelles? Ou est-ce que ça vous semble compliqué culturellement? Non, je pense pas que ce soit compliqué parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on remarque quand même une prise de conscience de la part des jeunes filles qui comprennent l'importance de se protéger. Je pense pas que ça va être compliqué parce qu'on a quand même une influence un peu, les jeunes filles commencent à prendre un peu conscience de leur état de santé aussi. Donc je me dis que à force de faire, on va y arriver. Je préfère rester positive. Ouais, c'est bien. J'espère, je l'espère de tout cœur parce que généralement les jeunes filles qui avortent de cette façon-là sont souvent jeunes. Ils sont souvent très jeunes, oui. Souvent elles sont très jeunes et on a même des périodes, en tout cas par rapport à mon expérience professionnelle, je peux vous dire qu'on a constaté que les avortements, le pic, c'est souvent au mois d'octobre. Septembre, octobre, novembre. C'est la période après les vacances, donc les enfants sont en vacances scolaires et tout, donc quand elles reviennent, elles constatent qu'elles ont un retard de règles. Donc on a des périodes où vraiment vous allez entrer dans les chambres d'hospitalisation, on a beaucoup de cas d'avortement. On a des périodes cibles en fait. Est-ce que pour les périodes de sensibilisation, vous visitez des établissements scolaires? Oui, tout à fait. Dans le cadre de ma profession, on a été amené à faire des tours dans des collèges, des lycées pour sensibiliser les grossesses précoces, les IST, les infections sexuellement transmissibles. Oui, on le fait, ça c'est sûr. Est-ce qu'on pourrait terminer cet épisode par le sujet du VIH qui est pas simple non plus? Oui. La prise en charge au niveau du Gabon, en tout cas, la prise en charge, elle est là depuis des années, depuis mon exercice. Effectivement, on rencontre des femmes enceintes séropositives, mais elles rentrent dans le programme de la PTME, donc la protection de la transmission mère-enfant. Donc, il y a une prise en charge qui débute dès la première visite, la CPN. Parfois, nous avons aussi des cas de rencontres fortuites, donc la dame ne sait pas qu'elle a HIV positif, une SRV positive. C'est en cours du bilan prénatal qu'on la femme découvre aussi, avec toute la surprise possible qu'elle est atteinte. Mais il y a une prise en charge psychologique, il y a une prise en charge médicale qui est faite pour toutes ces femmes-là. Et ensuite, il y a une prise en charge en cours d'accouchement parce qu'il faut savoir qu'une femme bien suivie, le risque est accru au moment de l'accouchement. Donc, c'est à ce moment qu'on a la possibilité d'avoir le contact des deux sangs de la maman et du bébé. Oui. Donc, on a vraiment une pratique d'accouchement. En tout cas, toutes les sages-femmes au niveau du Gabon sont formées. Presque chaque année, on fait des formations sur la PTME. Donc, il y a une prise en charge en cours d'accouchement. Il y a des techniques d'accouchement qu'on met en place pour justement éviter la transmission mère-enfant. Il y a aussi le suivi du bébé après l'accouchement. Pour des bébés bien suivis, il y a des protocoles de soins qui sont mis en place par tous les ministères par rapport au suivi de la PTME.
D'accord. Je voyais dans le couloir une affiche justement sur ce sujet et je voyais qu'il y avait des tests qui étaient faits sur les bébés jusqu'à 18 mois. Tout à fait. Généralement, lorsqu'on a la PCR débute dès 6 semaines. Bon, généralement, lorsque le premier test il est négatif, bon, vous savez, avec l'état un peu, on va un peu en parler, mais il y a des femmes qui parfois décident d'allaiter, malgré tout, bon, mais a priori, on priorise d'éviter l'allaitement, donc parce pour éviter vraiment au maximum la contamination mère-enfant. Mais il y a des femmes qui malgré tout décident d'allaiter. Bon, ce sont ces dames-là, on continue à suivre le bébé jusqu'à 18 mois pour vraiment valider la négativité du test chez le bébé. Oui, parce qu'ici allaiter c'est la voie classique, c'est ce que font toutes les femmes. C'est la voie classique. En Afrique, l'allaitement maternel fait partie, c'est culturel. Pratiquement toutes les femmes allaitent. Donc souvent il y a la stigmatisation de ces femmes-là qui ne savent pas comment trop se justifier auprès de la famille. Voilà pourquoi d'autres préfèrent opter, malgré tout, malgré les conseils, elles préfèrent opter pour l'allaitement. Tout ça reste un choix personnel de la femme et on possède toujours un accompagnement, toujours chez ces femmes-là. D'accord. Merci beaucoup Ursule pour ce témoignage. De rien. J'ai appris plein de choses, c'était très intéressant et je vois qu'effectivement t'es passionnée de ton métier. Oui, j'aime. Je confirme. Et les femmes qui sont suivies par toi ont beaucoup de chance. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous et puis je vous dis à bientôt sur Hello Africa. Au revoir. Au revoir, merci.